Et oui, et oui, donc nous en sommes au terme de cette journée. Beaucoup de monde est en haut, donc ils ne sont pas encore descendus. On est en train de les appeler pour qu'ils viennent, mais visiblement ils sont très dissipés. Vous savez, c'est ça là, on va vous présenter, Jean-Pierre va le faire merveilleusement bien. Le monde du marketing et de la communication est un monde parfois un petit peu dissipé, hein, mais c'est aussi de là que naît toute innovation qui est celle de notre filière. Qu'est-ce qu'on se dit, Jean-Pierre, après cette journée? On est déjà dans la conclusion, là. On est à la conclusion. C'est un voyage dans l'innovation que l'on a entamé et on la termine sur l'open innovation, c'est en fait sur l'ouverture. Et en plus avec un représentant d'un des plus grands groupes français, en plus qui est certainement un des groupes les plus innovants qui existent en France, groupe industriel magnifique. Et nous, c'est un plaisir et un honneur que l'on a de travailler régulièrement avec l'EDF. On y reviendra à travers cette table ronde. Mais c'est aussi un exemple de ce que peut faire une grande entreprise dans sa relation avec les PME en particulier. Donc on y reviendra, c'est le sujet de la table ronde. Maintenant, par rapport à ta question, Dominique, oui, je crois qu'on a fait un chemin. Et puis, je crois que c'est un début. C'est-à-dire que c'est d'abord peut-être de dire que tout n'est pas que technologie, qu'il ne faut pas à la fois en avoir peur ou se retrancher derrière. Je prends toujours l'exemple parce que c'est quand même l'exemple type, c'est que Apple et Steve Jobs étaient avant tout un visionnaire, un designer, et que toute sa stratégie, c'était de faire entrer la technologie dans son design. Eh bien voilà, je crois que c'est un résumé un peu de l'innovation. L'innovation, c'est d'abord des idées, c'est une envie de les transformer, et puis la technologie, finalement, est un moyen qui permet et qui doit permettre d'y arriver. Bon, c'est un raccourci, mais on va ouvrir sur le sujet de l'open innovation parce que c'est quand même un des grands sujets qui émerge. C'est que cette innovation, qui est une nécessité, qui est une nécessité en matière de compétitivité, elle est vraie pour les grandes entreprises, elle est vraie pour les petites. Et quelque part, finalement, c'est un peu la fable du rat et du lion de La Fontaine. C'est que quelque part, finalement, on peut s'entraider. Et ce n'est plus qu'un problème, je dirais, que les grands permettent aux petits de se développer, même si c'est une vérité, une réalité. C'est aussi comment les petits peuvent, par leur agilité, leur créativité, apporter des contributions substantielles aux grands. Voilà, c'est ça l'open innovation, entre autres. Alors, un mot pour représenter Bernard Salat. Bernard Salat, c'est le patron de la R&D, de tout ce qui est innovation au sein de l'EDF. Je lui poserai la question du scope que couvre EDF, parce qu'il le fera d'ailleurs beaucoup mieux que moi, mais c'est un scope qui est impressionnant quand on imagine le nucléaire, l'éolien, l'hydraulique, l'électricité. Vous imaginez un petit peu ce que ça peut représenter. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, et c'est peut-être la première question, mais peut-être avant de ça, peut-être présenter également François. Ah bah oui. François Perret, qui est donc le nouveau délégué général du Pacte PME. Avec qui nous avons déjà commencé à travailler, je dirais, d'arrache-pied presque. En tout cas, on a quelques dossiers sur le feu. Donc, ça a permis un petit peu de se mettre à travailler ensemble aussi. Et moi, je suis ravi de travailler avec François. C'est quelqu'un que j'ai découvert récemment, mais avec qui on travaille de concert. Et là, on est dans la relation, mais François le dira, la relation grand groupe et PME. Donc, un des vrais sujets aussi, de façon générale, hein, la relation grand groupe PME. Voilà. Jean-Pierre, sur ce sujet-là, sur ce point, voilà aussi des belles rencontres, je crois qu'on a pu faire. On a fait des belles ensemble. Philippe, Bernard m'a dit, mais tu connais pas Pacte PME? Je dis, si, je connais Pacte PME. Mais pourquoi ils sont pas avec toi, Pacte PME? Je comprends pas. Et j'ai rencontré François. Et là encore, c'est le signe d'une coopération, je l'espère, qui sera fructueuse. C'est aussi dans cette dynamique-là qu'on doit tous s'inscrire, c'est-à-dire que je crois qu'on doit beaucoup partager ensemble. Nous reviendrons après ce débat donc, sur la clôture de cette rencontre. Ce qui a caractérisé cette rencontre aujourd'hui a été aussi de réunir des TPE, des PME, des ETI, qui sont pour la plupart d'entre elles les représentants du monde de la communication. En deux mots, c'est pas loin de 50 milliards aujourd'hui, le monde de la communication et du marketing. C'est pas loin de 40 000 entreprises et c'est pas loin de 82 à 83% de TPE.
Donc voilà, donc notre public, il est fondé de cela, mais notre public s'est élargi auprès des grands donneurs d'ordre. C'est dans cette dimension-là où, avec Philippe, on travaille beaucoup au niveau de la médiation, avec Pierre Pellouzet, pour qu'aussi, dans les relations, soient encore plus loyales, plus équitables entre le tissu, qui est celui donc de notre écosystème, ainsi construit, très peu de grandes entreprises au sein du monde de la communication, très peu, et donc pour essayer d'avoir ces relations extrêmement, je dirais, stables, transparentes, loyales, équitables, dans lesquelles l'innovation doit vraiment s'inscrire, et une vraie dynamique. Et on est ravis, nous, à l'Observatoire, de compter de plus en plus de grands donneurs d'ordre qui participent à nos travaux et qui sont également très impliqués dans nos travaux. Et ce que je disais ce matin, c'est pour nous une très grande satisfaction. Vous voyez, nous animons des journées comme celle-ci grâce à des groupes de travail qui sont organisés. Et dans les groupes de travail, on a aussi bien des startups, aussi bien des annonceurs, des TPE, des PME, des ETI. Puis on a Philippe, qui est fidèle à nos côtés, qui aussi participe à faire naître une journée comme celle d'aujourd'hui, bien sûr avec toute l'équipe donc de Comité Richelieu. Voilà, c'est aussi peut-être un peu un point de départ de l'Open Innovation, je ne sais pas, on en tirera des enseignements ensemble, mais je voulais vous faire partager rapidement ce qui était notre écosystème, puisqu'on est flatté effectivement de vous accueillir ce soir et de vous entendre, parce que vous êtes quelqu'un de très important pour nous, hein, comme un grand groupe, et on a envie de vous entendre. Et dans cette salle, il y en a beaucoup au-dessus qui reçoivent également le message. Voilà, il y a beaucoup de TPE, beaucoup de PME, et parfois vos groupes semblent complètement inaccessibles, trop compliqués, par rapport à la taille des entreprises qui composent notre filière. Voilà. Première question à Bernard Salat, ouvrons le débat. D'abord, en quelques mots, Bernard, un petit peu le scope d'EDF et de l'innovation au sein d'EDF déjà, pour poser un peu le débat. Bon, merci Jean-Pierre. Alors d'abord, je suis très flatté, je rougis par la chaleur et puis l'étendue des compliments. Bon, je ne sais pas s'ils sont mérités. En tout cas, moi, je suis très heureux d'être avec vous. On connaît bien sûr le monde de la communication, c'est pas complètement notre cœur de métier. On a une relation aujourd'hui avec le Comité Richelieu qui est durable, effective, efficace, qu'on a entamé avec Philippe dans d'autres fonctions. Pour tout vous dire, on avait commencé une discussion un peu animée, puis finalement on est arrivé sur des choses très positives et qu'on a poursuivi avec Jean-Pierre. Alors, grands groupes et PME, effectivement, on a un peu tendance à les opposer ou à stigmatiser une espèce de lutte, d'objectifs qui pourraient être différents. En fait, je pense que dans le monde de l'innovation, c'est plutôt le mot complémentarité qu'il faut utiliser. J'insiste vraiment sur cette complémentarité. Alors, nous, EDF, on est un grand industriel. Notre enjeu, il est bien connu. On en parle dans les journaux pratiquement tous les jours. Vous en parlez dans les journaux pratiquement tous les jours. C'est la transition énergétique. Alors, c'est quoi la transition énergétique, hein? C'est assez facile à résumer. C'est une question de prix de l'énergie. L'énergie, c'est une commodité, c'est quelque chose qui est indispensable pour tout un chacun. Sans électricité, point de vie. Et donc, il faut avoir des niveaux de prix les plus bas possibles. Premier élément de la question. Deuxième question, c'est tout ce qui tourne autour du changement climatique, plus globalement de la qualité de vie, des problématiques environnementales. Bon, l'énergie est un facteur qui peut avoir des impacts, des nuisances sur l'énergie, sur le climat, sur l'environnement, sur la qualité de vie. Et donc, il faut qu'on fasse en sorte que ces nuisances soient minimisées. Et puis, troisième enjeu, alors il est plus global, plus difficile à cerner, mais c'est un enjeu un petit peu politique. Hein. L'énergie, c'est quelque chose qui est absolument crucial pour tout pays. Donc, tout pays, tout gouvernement s'empare de cette question, le régule avec des formes diverses, mais toujours avec des régulations très fortes. Et nous, grands électriciens, on vit dans ce contexte-là. Et donc, on a besoin de changer, on a besoin d'innover, on a besoin de s'adapter à ce nouveau contexte. Alors certes, on a des moyens très importants, Jean-Pierre le disait, hein,
La recherche, développement EDF, c'est 2000 personnes, c'est plusieurs centaines de millions d'euros de budget, c'est des centres de recherche en France et à l'international, en Europe, aux États-Unis, en Chine, en Asie du Sud-Est. Mais nous n'avons pas le monopole des bonnes idées. Et donc, on a besoin de s'ouvrir, on a besoin d'aller chercher ces bonnes idées, ces nouveautés, partout là où elles sont. Et il est incontestable, je crois qu'on l'a prouvé avec Philippe et puis Jean-Pierre, que dans le monde des petites entreprises, dans le monde des PME, dans le monde des startups, eh ben, il y a de bonnes idées que nous pouvons glaner, utiliser, tester, acheter. Et nous avons entamé depuis 2 ans et demi même, je dirais, hein, une démarche en fait avec le comité Richelieu, consistant à faire rencontrer les entreprises du comité Richelieu, alors plutôt évidemment celles qui sont proches du secteur de l'énergie, avec les grands business d'EDF, toujours en recherchant l'innovation et en essayant de surmonter la petite taille vis-à-vis de l'énorme groupe et la question aussi des achats. Bon, donc on fait ces réunions d'ailleurs avec mon collègue, le directeur des achats d'EDF, hein, qui n'est pas là aujourd'hui, mais quelque part je représente un petit peu, parce qu'on a bien ces 2 questions en général à surmonter. Bon, aujourd'hui, nous avons réussi à glaner un certain nombre de petites entreprises au travers de ces réunions, à créer de nouvelles opportunités, à faire des démarches vraiment win-win, hein, avec des idées nouvelles qui ont été utilisées par nous, et puis aussi, donc, je pense, des nouveaux marchés, de nouvelles activités. On se le disait, Jean-Pierre, au dernier forum qu'on a fait, s'est exprimé spontanément, comme ça, dans l'amphi, un patron de petite boîte qui nous expliquait qu'il était venu la fois précédente et qu'en 1 an, bah, il avait gagné des marchés avec EDF, hein, quelques centaines de kilos euros. Alors, quelques centaines de kilos euros à la maille d'EDF, c'est peut-être pas beaucoup. Pour la PME, je pense que c'était très, très significatif. Et tout ça dans un délai, somme toute, assez réduit. Bon, voilà, moi, mon mot-clé, c'est complémentarité. C'est pas opposition. C'est construire une certaine compréhension mutuelle. Et c'est comme ça, je pense, que l'on peut avancer. Alors, moi, je voudrais rebondir sur l'exemple du Forum PME Innovation, donc, qui est quelque part un projet effectivement qu'on a monté entre l'EDF et le comité Richelieu, et qui ne s'adresse pas qu'aux PME innovantes du comité Richelieu. On accueille aussi d'autres PME innovantes qui ne sont pas encore membres du comité Richelieu. Mais plus sérieusement, je pense que ça a été dit par Bernard, mais je voudrais revenir parce que je crois que dans le monde que vous avez, dans votre filière, vous avez la même problématique. C'est que je crois que ce qui a été déterminant, Bernard, c'est qu'on a associé les achats tout de suite au projet avec l'innovation. Et que notamment, donc on organise, pour vous donner une idée, 150 à 180 speed dating dans une journée. Donc il y a des ateliers, et puis après il y a du speed dating, et on fait rencontrer sur l'ensemble des directions de l'innovation 180 ou 150 entreprises. Mais on a instauré un mode opératoire où il y a un responsable, enfin un représentant innovation et un représentant des achats. Parce que bien évidemment, et après ça me permettra de faire le lien avec François, mais bien évidemment, la difficulté que l'on a, c'est la problématique du référencement. Ce matin, on parlait avec Pierre Pelouzet de l'attitude des acheteurs, de leurs freins, de leurs problématiques, etc. Donc, je crois que ça, c'est quelque chose sur lequel on pourrait revenir. C'est que c'est vraiment à la fois 2 directions, achat et innovation, qui se sont associées pour monter cette opération. Et est-ce que ce n'est pas déjà un des facteurs clés essentiels de toute open innovation? Oui, moi je crois que lorsqu'on réfléchit à quelle peut être la relation entre une PME et un grand groupe, il y a plusieurs modalités pour nous, surtout si l'entreprise est innovante. Bon, il y a d'abord une espèce de premier étage qui peut être un aspect de démonstration. Vous arrivez avec une idée nouvelle, on va la tester dans nos activités, on crée un référencement. C'est utile pour nous, avoir un référencement EDF. Bon, je pense que c'est à peu près évident pour tout le monde, mais ça vaut cher sur le marché international. Moi, j'ai en tête des entreprises qui sont venues avec des idées. On a testé sur 20 000 clients.
Bon, on a tiré des conséquences, c'était testé sur 20 000 clients. Donc un volet démonstration. Il y a un volet achat. Bon, achat, comme disait Jean-Pierre fort justement, lorsqu'on a une entreprise de surface financière relativement limitée, il y a une prise de risque objective. On a eu longuement discuté sur ces questions de risque. Je crois qu'aujourd'hui, avec notre direction des achats, on arrive à le maîtriser. Donc avoir un contrat d'achat, en définir les limites, voir comment on peut mettre un certain nombre de jalons pour s'assurer que les risques sont bien partagés par les acteurs, ben ça a aussi beaucoup de sens. Bon, il y a un troisième étage, alors là, qui est beaucoup moins fréquent, qui est des prises de participation. Je profite pour dire qu'on a, au sein d'EDF, créé un fonds d'investissement sur les startups, qui s'appelle Electranova Capital. On travaille aussi avec des grands fonds d'investissement internationaux, donc c'est une voie aussi possible, mais objectivement réservée à des cas plus limités. Il faut savoir aujourd'hui, je parle à la place de notre directeur des achats, pratiquement 18% de nos achats, côté EDF, sont faits auprès de PME. Pour vous donner les ordres de grandeur, EDF, ça investit de l'ordre de 15 milliards d'euros par an. Donc tout fait considérable. Le chiffre d'affaires d'EDF, vous citiez 66 milliards, le chiffre d'affaires d'EDF c'est 73 milliards. Donc bon, je suis désolé, c'était ce gros chiffre un peu scandaleux. Mais nous sommes un tout petit peu ridicules. Oui, nous on est peut-être un peu gros, je suis désolé. Mais c'est pour dire que les volumes, les ordres de grandeur sont tout à fait considérables. Alors ça me permet d'introduire François, qui est le nouveau délégué général de Pacte PME. François, un petit peu, ça fait un mois, je crois, quelque chose comme ça, un mois à peine, un peu plus peut-être, 2 mois. Le temps passe vite. Ok, allez, 2 mois. Premier bilan justement de cette relation grand groupe PME avec le recul de François, parce que peut-être tu peux te présenter en quelques mots de ton parcours, notamment ministériel. Oui, voilà. En tout cas, je ne sais pas si on peut parler de recul au bout de 2 mois de prise de fonction au sein de Pacte PME, mais en tout cas, quelques premières impressions, et puis effectivement, resituer dans une perspective plus générale où effectivement, alors moi j'ai une tradition un peu hybride, public-privé, puisque je suis administrateur civil à Bercy, je travaille à la direction générale des entreprises, où j'ai beaucoup entendu parler de comment est-ce qu'on allait aider à mieux soutenir la croissance et la compétitivité de nos PME, comment est-ce qu'on allait réfléchir à effectivement adapter nos outils pour ce faire. Et puis j'ai rejoint après le cabinet de Madame Fleur Pellerin lorsqu'elle était ministre des PME, de l'innovation et de l'économie numérique. Et là aussi, bon, je suis revenu à nouveau sur le sujet du soutien aux PME, mais notamment avec un angle effectivement qui m'a particulièrement intéressé, qui était la relation inter-entreprise. Et c'est effectivement cette ambition qu'on a finalement de développer des solidarités plus étroites entre les grands comptes et les PME. Et c'est un peu ce qui a fondé ensuite effectivement ma volonté de me rebaigner un peu dans ce bain qui mélange un peu effectivement les sujets de développement des PME, d'innovation, parfois de transformation digitale, et tous ces sujets qui sont au cœur en effet des mutations de notre économie et des défis qu'on doit relever. Alors, si je me suis engagé dans cette aventure, Jean-Pierre, c'est parce que je crois en effet que la relation grand compte PME est un levier tout à fait essentiel pour soutenir la compétitivité de notre économie, et que quand on aborde ce sujet, il faut, à mon sens, avec le faible recul dont je dispose, mais se garder de toute approche misérabiliste ou culpabilisante. Une approche misérabiliste qui consisterait uniquement à tenir un discours sur regarder comment les PME sont maltraitées par les grands comptes. C'est souvent faux, c'est parfois le cas, mais je crois que les grands comptes font souvent aussi la démonstration qu'on peut développer des relations vertueuses avec les PME, et je pense qu'il convient, à mon sens, aussi de souligner aussi ces bonnes pratiques et de faire en sorte de les faire prospérer dans l'écosystème. Ça, c'est ma première conviction, c'est que on ne fera rien de grand par la culpabilisation des uns et l'approche misérabiliste dans la perception des autres, mais plutôt, et c'est peut-être ma deuxième conviction, en essayant de réfléchir, et je crois que vos propos allaient dans ce sens, la recherche finalement d'une relation partenariale globale entre les grands comptes et les PME. Alors, c'est pas pour utiliser des grands mots en parlant de globalité, c'est pour dire qu'à mon sens, la relation entre les grandes entreprises et les PME
ne se réduit pas à l'acte d'achat. C'est effectivement très important comme point d'entrée, et on voit bien que ça tire derrière dans le débat tout un tas d'ailleurs de malentendus et de discussions compliquées comme celle sur les délais de paiement. Comment est-ce qu'on arrive effectivement à se mettre déjà en conformité par rapport à la LME de 2008. Mais je crois que c'est important de comprendre que les grands ont autant intérêt que les PME à se rapprocher des plus petits. Et je crois que du coup, pour s'en rendre compte, il faut voir l'étendue des potentialités de discussion, de dialogue, de partenariat qu'on peut repérer entre les grands comptes et les PME. Moi, j'en vois plusieurs au-delà de l'acte d'achat, même si à Pacte PME, on est particulièrement sensibilisé à ce sujet. On a 53 grands comptes et une quarantaine d'organisations professionnelles. Et ces 53 grands comptes, ils pèsent quand même un peu plus de 100 milliards d'euros d'achat annuel, dont un peu plus de 22,45 ou 5% sont orientés vers les PME. Donc c'est évidemment un indicateur extrêmement important sur lequel il faut continuer de plancher. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'autres points d'accroche qui sont importants. Il y a d'abord l'international, et je crois que là aussi EDF a démontré qu'on pouvait avoir une approche du fameux chassé en meute sur des exemples extrêmement précis. Je pense en particulier à votre retour d'expérience sur la manière dont vous avez emmené, je crois, 75 PME en Chine. On voit bien que dès lors qu'on arrive autour d'un grand compte leader à fédérer des PME autour d'un projet dans lequel on peut construire à la fois un produit principal qui est proposé ou un service principal qui est tiré par le grand compte et des produits accessoires qui sont emmenés aussi par les PME, on peut arriver à construire des coopérations extrêmement vives et efficaces et également durables. Ça, c'est le premier point d'accroche. Mais il y en a beaucoup d'autres et je crois que c'est important. En tout cas, moi, il me semble que j'interprète aussi mon rôle à Pacte PME comme celui qui va aussi sensibiliser les uns et les autres au fait qu'on peut faire beaucoup de choses de plus encore entre les grands et les petits. Je pense à l'axe RH parce que finalement, on n'en parle pas beaucoup. L'axe des développements de compétences croisées entre les grands comptes et les PME. Moi, je suis absolument persuadé que les grands comptes ont un rôle à jouer pour aider les PME à développer un certain nombre de compétences qu'ils ne peuvent pas avoir en interne parce qu'il y a aussi un effet taille, il y a un effet limitation de ressources qui fait que sur des compétences spécialisées, Jean-Pierre, tu as parlé tout à l'heure du design, parfois du marketing, on sait qu'il y a un déficit de compétences dans les PME parce qu'on n'a pas toujours la possibilité de s'offrir un spécialiste du marketing ou du design. Mais je pense que les grands comptes peuvent apporter via le mécénat de compétences des expertises spécialisées, que ce soit dans le cadre d'une mise à disposition temporaire ou un peu plus permanente d'un cadre plus ou moins expérimenté du grand compte pour aider la PME à se développer. Je crois que ça, c'est un axe sur lequel il faut qu'on réfléchisse ensemble. Je pense aussi, pour ne pas être trop long, à un autre axe qui me tient à cœur et sur lequel j'avais sensibilisé notre ministre il y a 2 ou 3 ans, c'est l'aide au regroupement des PME. Je crois qu'il en va de l'intérêt du grand compte comme de la PME que de faire en sorte que les petites entreprises puissent mieux mutualiser, notamment pour répondre à des appels d'offres, puissent mieux dialoguer entre elles pour construire des réponses davantage concertées. Et que les grands comptes les incitent effectivement à pouvoir procéder à ces différents regroupements. Je crois que c'est également un axe qui est tout à fait décisif. Et puis, s'agissant de Pacte PME, et pour légèrement élargir le curseur également sur la question des ETI, puisqu'au fond, Pacte PME n'existe que parce que la finalité qui lui a été assignée, c'est de pouvoir faire en sorte que plus de PME deviennent à terme des ETI. Et donc ce qu'on est en train de se dire aujourd'hui, ce sur quoi on est en train de réfléchir aussi au sein de Pacte PME, c'est de savoir dans quelle mesure notre gamme d'outils qui est proposée pour développer l'innovation et les relations entre grands comptes et PME pourrait pas s'ouvrir également à un certain nombre d'ETI. Au fond, les ETI encore jeunes sont également assez fragiles et exposées au même plafond de verre que celles que rencontrent les PME. Je pense à la difficulté d'accéder à un certain nombre de financements.
Lorsqu'on est une ETI de 255 personnes, voire de 350, et qu'on a un chiffre d'affaires qui flirte également avec celui que peut avoir une grosse PME, eh bien, on n'a pas forcément toujours la possibilité de lever des fonds comme on aimerait le faire. Donc, chez Pacte PME, on veut réfléchir à cette relation partenariale globale et voir comment est-ce qu'on peut, à travers des outils extrêmement concrets, sur lesquels peut-être j'aurai l'occasion de revenir, offrir des solutions de rapprochement extrêmement pragmatiques. Alors, c'est vrai qu'on élargit par rapport au sujet de l'open innovation, mais c'est vrai que c'est finalement une façon de travailler différente avec les grands groupes. Bernard, moi je voudrais revenir sur l'initiative que vous avez prise. On parlait peut-être un mot sur ce voyage en Chine un petit peu, parce que c'est un des sujets qu'on a abordé, parce que dès qu'on construit une relation, et là je souscris à ce que dit François, quand on commence à travailler avec un grand groupe sur l'innovation, bien évidemment se posent d'autres sujets, notamment l'international, comment on amène son écosystème avec soi, comment on travaille stratégiquement, comment on peut organiser une façon de démarcher d'autres opportunités. Donc on pourrait peut-être aborder également ce point où l'open innovation, c'est aussi une autre façon de travailler ensemble finalement. Oui, alors je vais dire peut-être un petit mot sur l'international, effectivement, merci de l'avoir abordé, puis revenir peut-être un peu sur les forums que l'on a fait ensemble. Alors sur l'international, en fait, ce que nous avons fait, vous l'avez très bien dit, c'est que nous avons amené avec nous une série de PME ETI dans le cadre du développement du programme nucléaire chinois, donc qui a démarré dans les années 80, fin des années 80, et qui se poursuit aujourd'hui. Vous savez sans doute que c'est la Chine aujourd'hui qui construit, et de loin, le plus grand nombre de réacteurs. À l'époque, les Français accompagnaient donc les Chinois qui se lançaient dans le nucléaire civil, et c'était le début de la grande industrialisation de la Chine. Donc on a amené des entreprises avec nous. Aujourd'hui, presque 40 ans après, beaucoup de ces entreprises sont restées, beaucoup de ces entreprises ont développé des bureaux, et ces entreprises commercialisent leurs produits à des acteurs chinois indépendamment de toute activité EDF. Donc ça a très très bien marché. On est tombé sur des questions très pratico-pratiques. Moi je suis une petite PME, j'ai pas de bureau à Pékin. Comment je fais pour trouver un bureau à Pékin? J'arrive à Pékin, il y a beaucoup de Chinois, quelques millions. À quelle porte je tape? Accessoirement, je ne parle pas mandarin. Ça tombe bien, j'ai réussi à faire un contrat, je vais mettre un expatrié, je le mets où? Et puis, il a un conjoint, il a des enfants, où je les mets à l'école. Donc, vous voyez, toute une série, je suis un peu trivial, mais très pratico-pratique, pour l'avoir d'ailleurs personnellement vécu, toute une série de questions un peu logistiques. À la maille d'une grande entreprise, ces questions-là, on les traite. Donc, on peut avoir une infrastructure et on peut, je dirais, à la marge, proposer, aider donc des PME, des ETI à apporter finalement des compléments d'appui pour faire ça. Donc, cette association de PME donc, nous a accompagnés sur la Chine. On les a aidés à ouvrir un bureau à Pékin, à mutualiser tout ça. Cette association existe encore. Et au passage, on est en train de la développer pour l'étendre de façon plus globale, et y compris sur les projets nucléaires. Donc ils sont en train de se développer, comme vous le savez sans doute, au Royaume-Uni. Pour revenir à un mot sur le forum PME, on a réussi à monter des réunions, alors grâce à vous, Philippe et puis Jean-Pierre, des réunions très très efficaces, consistant à expliquer sur une journée, dans une matinée, quels sont nos grands enjeux, donc au travers de quelques exposés rapides, une demi-heure, 3/4 d'heure, et ensuite effectivement des pitchs, 3-4 minutes, vraiment très scandés à la mode start-up, où les PME venaient expliquer leur projet devant quelqu'un du métier d'EDF et quelqu'un de l'innovation. Ordre de grandeur, 150 à 200 PME reçues en une après-midi à chacun de ces forums. Au bout de 2 ans, la moitié des PME qui avaient reçu des follow-up, donc des contacts, et quelques contrats nouveaux passés. Donc une véritable efficacité, un engagement pour EDF
somme toute modérée en termes de moyens. Ça ne nous a pas objectivement coûté très 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 cher en termes d'organisation, de logistique, mais en termes de plus-value dégagée, je pense un apport réel. Et aussi, vous évoquiez la question des achats, je pense au travers d'une relation peut-être plus proche, hein, plus immédiate, une meilleure aussi compréhension de la problématique achat, mais des deux parties. Le grand groupe vis-à-vis de la PME et la PME aussi vis-à-vis du grand groupe. Lorsque on a 30 millions de clients en France et qu'on passe un contrat de service énergétique, bon, il faut que pour nous ça suive derrière, quoi, si je puis dire. Donc ça, je pense que c'est assez simple à comprendre. Hein. Bon. Mais lorsqu'on ne se le dit pas clairement en face-to-face, c'est pas forcément non plus complètement évident. Et donc le dialogue, à mon avis, est la clé. Donc j'insiste vraiment, complémentarité. Il faut la construire au travers d'une relation. Et encore une fois, merci. Je pense que le fait que je sois là, c'est qu'on a réussi à construire cette relation, qu'il faut continuer à la faire fonctionner, mais qu'elle est positive pour les deux parties. Alors tout à fait, et je voudrais juste rajouter un mot, c'est la notion de la bienveillance n'exclut pas l'excellence opérationnelle. Je peux vous assurer que quand vous êtes face aux achats d'EDF, vous avez intérêt à être dans l'excellence opérationnelle, mais encore une fois, comme dit Bernard, par nécessité, parce qu'on ne peut pas se permettre, entre guillemets, de ne pas délivrer ce qui est prévu d'être délivré. Donc il y a de vrais enjeux. Pour autant, moi j'ai trouvé une vraie bienveillance à l'égard des PME, de la part des achats, cette sensibilisation à aider la PME française et derrière les emplois, parce que quelque part, n'oublions pas, c'est que derrière ça, c'est quand même des enjeux d'emploi. C'est pas que le plaisir d'aider les entreprises à se développer. Et je pense que cette notion de bienveillance, voilà, il faut qu'elle soit ancrée un petit peu au départ de l'action, même si elle n'exclut pas, bien évidemment, la rigueur et l'excellence opérationnelle. Je dirais bienveillance, mais je dirais efficacité des deux parties. C'est-à-dire que on n'est pas notre boulot, c'est développer notre entreprise, de gagner de l'argent. Le boulot d'une PME, c'est aussi développer son entreprise et de gagner de l'argent. Donc il faut qu'on soit dans une relation win-win. Et je crois que ça a marché parce que on a fait l'effort de se comprendre, hein, derrière ce mot bienveillance. Mais je pense que chacun recherche aussi une réussite. Dans un des premiers forums qu'on a fait, un de nos grands dirigeants avait dit, je crois que ça avait bien plu à l'époque à Philippe, que le rêve de toute PME, ça devrait être de devenir un grand groupe. Donc ça, c'est quand même bien un objectif d'efficacité et de dynamisme. Donc nous, on ne peut que se louer, que se féliciter si vous êtes encore plus efficace, encore plus productif. Alors, peut-être la règle, tu veux réagir, Dominique, ou donner peut-être l'opportunité à des questions Compliqué. Hein. Bonjour. Non, je vais revenir sur un point qui a été évoqué par toi tout à l'heure. Dominique, c'est ce fameux syndrome en ce moment dans les grands groupes qui a surgi il y a 2-3 ans du risque de dépendance des PME qui bloquent tout développement dès qu'on atteint 25 à 20% du chiffre d'affaires d'un grand groupe dans une PME, qui est un espèce de fantasme. On ne sait pas sur quoi c'est basé. C'est souvent mélangé avec une autre notion qui est la rupture brutale des relations commerciales, qui, elle, nécessite derrière des dédommagements qui sont effectivement proportionnels au chiffre d'affaires et à la durée d'engagement. Mais pour moi, la dépendance, c'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est l'abus de dépendance. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour déverrouiller ça? Parce que je pense que c'est un énorme frein au développement des PME avec les grands groupes. Je veux bien réagir dans un premier temps. Oui, tout à fait. Puis après, et puis la position de pour vous dire que j'ai eu effectivement de mon côté quelques contacts avec des grands comptes qui sont particulièrement quand même préoccupés
de veiller à la diversification des débouchés de leurs PME fournisseurs. Je pense en particulier à un grand leader de l'aéronautique qui m'a dit voilà, nous on a pour la fabrication d'un certain nombre de pièces des experts uniques dans leur domaine, et si effectivement ces experts uniques venaient à disparaître du marché, nous serions placés en situation aussi de difficulté. D'où la responsabilité qu'ont les grands comptes, effectivement, de veiller à trouver de nouvelles opportunités de marché à ces PME fournisseurs. Je voudrais du coup attirer votre attention sur un outil qu'on propose justement dans le cadre de Pacte PME et qui va dans ce sens-là. On a créé ce qu'on appelle une plateforme dématérialisée de renforcement. C'est un système de parrainage, c'est-à-dire que le grand compte qui a une relation solide avec un fournisseur et qui veut éviter le risque de dépendance économique de cette PME va accepter de la parrainer vis-à-vis d'autres grands comptes pour ouvrir effectivement ces opportunités de marché. C'est quelque chose qui marche plutôt bien et qui me semble correspondre à la fois à une préoccupation de la PME qui est de survivre et de se développer et une préoccupation du grand compte qui est de veiller à pérenniser dans le temps cette relation. Oui. Bernard, peut-être un petit mot. Moi, je dirais que c'est une vraie question, hein, objectivement. Le seuil de 20% là, me paraît un peu bas, hein, malgré tout, mais moi, j'ai vécu, hein, je peux vous dire aussi personnellement, des cas de dépendance très très forte de PME, alors là, plutôt à des taux dépassant les 50%, et qui posent de vraies difficultés lorsque on arrive en fin de projet ou en fin d'affaires, où là, il y a une rupture brutale. Si vous voulez, nous, on est dans une relation un peu de responsabilité, c'est-à-dire que on n'est pas là pour sponsoriser les PME, on n'est pas là non plus pour les protéger, mais on est là pour construire une relation qui soit durable et j'insiste, un peu win-win. Donc c'est vrai que lorsque le taux de dépendance est élevé, ça pose difficulté. Le corollaire de ça, c'est lorsque la taille des marchés est importante, les acheteurs, et bon, on se met un peu à la place, hein, sont tentés de se dire, oulala, ce marché-là, il est trop gros pour être confié à une PME, parce que quelle que soit l'entreprise qui gagnera, ça lui représentera 80% de son chiffre d'affaires. Donc ça sera un super coup, mais qu'est-ce qui va se passer à la sortie? Donc d'où nécessité de découper les marchés, de répartir, d'avoir une approche un peu plus fine. Bon, aujourd'hui, on essaye de faire ça côté EDF. Peut-être un mot en complément, et je rebondis sur ce que dit Roland. On a beaucoup activé depuis maintenant 24 mois au sein de notre écosystème, la montée en puissance des startups qui arrivent en rupture sur le marché de la communication et qui bousculent beaucoup l'ordre établi de bon nombre d'entreprises. Et il s'avère que là se crée quand même une difficulté profonde parce que ces startups, bien sûr, ont 0 € de chiffre d'affaires. Soyons pragmatiques. Lorsqu'on fait pitcher une entreprise, il y a eu 30 pitches cet après-midi ou 26. Certaines d'entre elles n'ont pas de chiffre d'affaires. Nous l'avons vécu il y a 1 an. Donc on faut pitcher pareil une quinzaine d'entreprises. Certaines ont pris des très gros marchés. Et la dépendance, elle est immédiate. Alors, il y a là un point quand même dur. Je crois que j'attire votre attention et je rebondis au-delà du taux de dépendance. Nous poussons les startups extrêmement innovantes, parfois sur des stratégies vraiment de rupture, qui intéressent bigrement les grands donneurs d'ordre, mais le premier contrat, c'est de la dépendance de fait, immédiate. Donc, on est bien dans ce type de situation-là. C'est une situation complexe. On a parlé beaucoup avec Philippe. C'est un sujet qui nous préoccupe, nous, au sein d'Observatoire Comme Média, parce que nous avons un foisonnement de start-up dans nos métiers du marketing et de la com. On le voit, en 2 ans, ça a explosé. Lorsque nous avions 30 candidatures, pour l'événement d'aujourd'hui, nous avions plus de 200, 250 candidatures. Bon, donc, ces entreprises, il faut leur donner... Et nous, on a pris un parti pris, qui est de les faire valoir, faire savoir. Et on a aussi une posture, et nos adhérents nombreux ici dans cette salle le savent, c'est dire, si on fait pitcher, c'est pas pour la beauté du geste. C'est pas pour montrer une innovation qui fasse plaisir. C'est parce que vous puissiez ressortir avec un bon de commande. Donc, il y a là une situation compliquée que nous vivons, et d'ailleurs, ça m'interpelle beaucoup dans l'évolution de
notre développement, Philippe qui participe à un groupe de travail innovation est très sollicité sur ce sujet, parce que on a pris un parti pris, on ne peut plus faire machine arrière, c'est plus possible, donc on va continuer à les pousser, mais on les met dans une situation qui peut être délicate, voire catastrophique. Donc on a une vraie responsabilité sur cette situation. C'est un sujet qu'on prend avec beaucoup d'importance, et on voit, lorsqu'on crée des événements de cette nature, que beaucoup de grands donneurs d'ordre sont présents. Je crois que pas loin de 150 grands donneurs d'ordre aujourd'hui, dont pas loin de 50 patrons d'innovation sont venus. Beaucoup ont dû écouter, je ne sais pas ce que ça va donner, on en tirera les enseignements. Mais quid? Quelle posture devons-nous adopter pour ne pas non plus mettre à risque ces jeunes pousses, et pour autant, c'est de notre responsabilité de faire savoir et faire valoir, puisque c'est le parti pris qu'on a pris depuis 3 ans. Alors, je ne connais pas le secteur des médias, hein, donc je me garderai bien de... La communication sans large. La communication sans large. Mais si vous voulez, dans le secteur de l'énergie, là pour le coup, qui est mon domaine d'activité, nous aussi, on a des activités avec des startups. Hein, je vous évoquais nos fonds d'investissement. On prête garde à ce qu'il n'y ait pas un seul pitch, hein, mais effectivement plusieurs, et que les entreprises, même toutes petites boîtes, même si elles ont des chiffres d'affaires très, très faibles, en tout cas qu'elles ne sont pas rentables, hein, qu'elles puissent avoir 2, 3 clients pour une ouverture. Moi, j'irais même plus loin que vous. Hein. Je pense qu'une start-up, pour être viable, indépendamment de ces questions de dépendance, nécessite d'adresser plusieurs clients. Parce que sinon, alors dans le domaine des médias, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, dans le domaine de l'énergie, ça veut dire que le produit est en soi trop fragile, parce que trop spécifique. Oui, dans le domaine de l'énergie. Hein, je comprends. Mais vous savez, nous sommes dans une économie qui va très vite. Les startups, elles se créent, super innovation, et elles se mettent sur le marché. Elles ont levé des fonds, en règle générale, et elles viennent sur le marché. Elles n'ont pas de clients. Donc on est dans une espèce de rapidité, il faut voir la vitesse à laquelle, on le voit, un pitch, Sculteo dont on a parlé cette semaine dans les médias, a pitché il y a 2 mois chez nous. Il n'est pas un client. Il a pitché, c'est pas un client. Aujourd'hui, il a pris 1 ou 2 clients. Il a terminé, bien sûr, la famille Muliez, et grand bien lui fasse, hein, a pris le capital de son entreprise et l'a envoyé aux États-Unis. Ah, donc voilà, c'est la réalité. Bon, je regarde ça avec un peu amertume de voir une belle pépite française partir outre-Atlantique, parce que d'ailleurs lui-même était interviewé hier soir sur BFM en disant maintenant mon marché il est là-bas, il n'est plus en France. Non, mais on va à l'extrême. On va à l'extrême. Je force le trait volontairement, parce que c'est quand même des situations que nous rencontrons. Et moi, d'ailleurs, j'en fais tas. Et la question se pose également à François, parce que c'est un vrai sujet. Parce que là, on a besoin d'avoir aussi un peu une feuille de route. Et on doit retirer l'enseignement qui est le vôtre, hein, votre très forte expertise, la forte puissance que vous représentez, la forte expertise que vous avez, pour nous aider aussi à construire et à animer cet écosystème qui a besoin d'être animé. Hein, s'ils viennent ici, c'est parce qu'ils ne viennent pas chercher de l'argent. Il n'y a pas d'argent. Ils viennent chercher des bons de commande. Donc voilà, c'est une question que je souhaitais vous poser très simplement. C'est pas une question forcément simple, mais c'est une question sur laquelle je crois qu'on se doit d'avoir des réponses, parce que les grands donneurs d'ordre doivent aussi avoir une posture vis-à-vis de cela et ses grands clients. Je ne peux que souscrire à ce que vous dites, mais j'ai tendance à répéter que dans notre secteur de l'énergie, encore une fois, une petite entreprise n'est viable, surtout si elle arrive avec un nouveau produit, que si elle a fait la preuve d'avoir 2, 3 clients. Il faut bien voir que dans notre secteur, on a des échelles de temps qui peuvent être très longues. On construit une centrale à charbon, à gaz ou autre, bon, c'est des délais très très longs. Mais on a aussi des activités qui peuvent être extraordinairement rapides. Une apps internet de relations clients, c'est quelque chose qui émerge, enfin j'imagine, à la même vitesse que chez vous, hein, très très vite. Mais pour être confronté beaucoup avec le monde des startups côté Californie, hein, comme vous devez l'être dans votre secteur, j'imagine, ces gens-là démarchent tout azimut un panel de clients. Pour vous donner une anecdote, moi je me rappelle être
être allé il n'y a pas si longtemps, là, faire un tour côté, alors c'était côte est, côté de Boston, où on est venu me présenter une start-up de 3 personnes qui inventait un nouveau modèle de réacteur nucléaire, quoi. Bon, donc avant que ça vienne le jour, il fallait des dizaines d'années, mais c'était 3 jeunes, 2 très jeunes et un manager robuste, 40 ans, expérimenté, qui avait déjà derrière lui un passé de développeur et de businessman. Et ils ont présenté l'affaire de façon tout à fait convaincante. Pourquoi sont-ils venus nous voir? C'était un gros électricien qui passait, on tente notre chance, si on peut avoir une commande, tant mieux, on n'aura pas le réacteur, mais on aura au moins quelques kilos-dollars ou centaines de kilos-dollars d'études, et on tente le coup. Donc un panel de plusieurs acteurs. Et quand vous êtes de l'autre côté, quand vous êtes investisseur, si vous voulez, vous avez exactement la même problématique. Si moi je suis gestionnaire d'un fonds et que je vois que votre start-up, vous n'avez qu'un seul client, je suis un petit peu prudent aussi sur pour vous financer, quoi. Donc je dis pas que c'est facile, mais je crois que le gros coup, le client unique, ça peut marcher de façon ponctuelle, mais c'est quand même très, très périlleux, même pour la petite entreprise. D'autres questions? Non? Roger en poser une. Non, si? Oui, là-bas au fond. Est-ce qu'on pourrait revenir sur la question des délais de règlement? J'ai cru comprendre que les délais de paiement après la loi, qui ramenait les paiements à des délais un peu raisonnables, étaient repartis de l'autre côté. Alors comme ce n'est pas la croissance qui peut expliquer le gonflement des BFR et la longueur des délais de paiement, c'est uniquement les rapports de force qui se nouent au sein des filières. Donc quel est votre sentiment sur ça? Est-ce qu'il faut une nouvelle loi? Est-ce qu'il faut un médiateur des délais de paiement? Parce que le délai de paiement, c'est pas seulement de la trésorerie qui est dehors pour celui qui le subit, c'est une composante de la marge. C'est-à-dire qu'en France, les prix s'expriment à la fois d'une façon nominale dans une facture et puis à terme, puisqu'ils sont payés. Donc le prix réel des produits et des services. Alors, on ne peut pas dire non plus que comme les taux d'intérêt sont très bas, c'est pas grave, parce que le taux d'intérêt d'un produit, d'un service, c'est le taux de rentabilité de l'entreprise. Ça ne peut pas être le taux de refinancement des banques. Donc quel est votre sentiment? Est-ce qu'il faut que les pouvoirs publics, par exemple, ou les structures professionnelles interviennent? Alors d'abord peut-être Bernard, est-ce que côté EDF, on respecte la LME et les délais de paiement? Je ne vais pas vous dire l'inverse, Jean-Pierre. On respecte les textes. Ouais. C'est clair que c'est un sujet, on en est bien conscient. Mais je vous disais, lorsque à peu près 20% de nos achats sont faits auprès des PME, bon, on se doit d'avoir vis-à-vis de ces questions-là une véritable éthique professionnelle. Là, je parle à la place de mon directeur des achats. Alors, il peut y avoir des cas particuliers où ça se passe pas bien. Personne n'est évidemment parfait, j'en disconviens pas. Mais on est bien conscient de ces deux questions-là. Si vous voulez, il faut bien voir aussi que de notre côté, lorsqu'on a des fournisseurs performants, on n'a clairement pas envie de les perdre. Si vous voulez, si on vient vous voir en disant on cherche des PME innovantes, c'est bien parce on estime qu'il faut élargir notre panel trouvé de nouvelles entreprises. Lorsqu'on a des acteurs qui remplissent leur cahier des charges, on n'a pas envie, vraiment, on n'a pas envie de les perdre. Donc on fait ce qu'il faut en la matière. Dernière question, Bernard. On a quand même débuté cet échange au travers de l'Open Innovation. Finalement, d'après vous, c'est quoi? C'est une nécessité? Alors, dans le cas de EDF, parce que, comme vous disiez, c'est quand même une des entreprises les plus innovantes et qui a une puissance, je dirais, de feu importante. Pour autant, vous pratiquez l'Open Innovation de façon, je dirais, très concrète, de façon appliquée, je dirais même, avec une vraie éthique. Un vrai sens, je dirais, que je qualifierais de civique. Mais est-ce que c'est quoi? C'est une nécessité, l'Open Innovation, pour un groupe comme EDF, et d'une façon générale pour l'industrie, puisque finalement, c'est un peu l'univers que nous représentons tous les deux.
Enfin, je crois, Jean-Pierre, que c'est effectivement le mot juste. C'est une nécessité pour l'industrie. Le monde autour de nous bouge. Les enjeux énergétiques, les problématiques technologiques et business, sont complètement aujourd'hui internationales. Donc si on veut survivre à moyen ou à long terme, on a besoin d'innover. Et ça, c'est vrai pour une petite entreprise, mais aussi pour une très grosse entreprise. Les très grosses entreprises aussi sont sensibles à tout ça. Et ils seraient démesurément inconscients de notre part de ne pas le croire. Donc je pense que la démarche d'innovation, c'est une démarche d'humilité, tout simplement, d'être conscient que le monde autour de nous bouge et qu'on ne fonctionne jamais aussi bien que lorsqu'on va regarder aussi un petit peu ailleurs ce qui se passe. Et lorsqu'on est ensuite sur le fameux chassé en meute donc qui a fait Flores, lorsqu'on a autour de nous un ensemble de partenaires divers, avec des façons de penser différentes, des ouvertures, des contacts différents, on est beaucoup plus fort. Parce qu'en fait, on a une meilleure compréhension des autres. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je pense que c'est, pour me déplacer pas mal des deux côtés du monde, je peux vous dire que ça, côté du monde chinois, ça bouge quand même très très vite et il faut s'accrocher. Et côté du monde américain, je crois qu'effectivement, ils ont pas mal de capacités d'investissement sur les startups et les PME. La taille des fonds d'investissement sont un peu plus élevées que chez nous. C'est assez incontestable. Donc là aussi, je pense qu'il faut s'accrocher, quoi. Voilà, on a des grands atouts dans notre vieille Europe, mais c'est pas gagné, il faut se battre. Je vais laisser la fin, le mot de conclusion à Dominique. Moi, je rebondirai juste sur ce que vient de dire Bernard en disant que mon sentiment, c'est que dans la filière que vous représentez comme média, finalement, les problématiques sont un peu similaires et qu'il y a une pression qui est liée quelque part à l'impact du numérique, on en a parlé, que l'innovation, ça demande de l'amélioration de compétitivité. Enfin, c'est un objectif d'amélioration de compétitivité, donc une nécessité, et que probablement les grands groupes ont une responsabilité. Ils ont une responsabilité dans une filière comme Mediacom, comme dans une filière industrielle. Nous, ce que l'on perçoit, c'est que si les grands groupes ne prennent pas leur responsabilité de leader et d'entraîner avec eux leur écosystème, ils vont à leur perte. Et c'est ça peut-être le travail qu'il y a à faire pour monter les opérations d'open innovation. C'est ça probablement que les grands industriels ont largement pris conscience. Et moi je prendrais juste par exemple dans le numérique. Quel est la meilleure rempart de compétitivité que se sont construits les grands du numérique, Apple, IBM, Microsoft? Réponse, leur écosystème. Aller lutter contre les centaines de milliers d'applications d'Apple. Vous allez voir, pas simple. Donc, c'est l'écosystème qui est un rempart, et tout ça, c'est de l'open innovation. Et voilà, c'est ça qu'il faut arriver à construire dans une filière. Et quelque part, si moi je devais faire un mot de la fin, Dominique, je dirais, c'est les grands capitaines, les grands groupes qui sont les donneurs d'ordre et les grands acteurs du monde médias et communication. Ils doivent prendre leurs responsabilités au passage, y compris public. On parlait de la Poste, on pourrait parler de l'État, on pourrait parler des collectivités. Le poids du public est extrêmement important dans votre univers, pratiquement plus que dans l'univers de l'industrie, mais probablement aussi important. Et il faut que ces grandes entreprises, publiques et privées, prennent leurs responsabilités, d'aider l'écosystème à évoluer par rapport aux contraintes que l'on connaît aujourd'hui, qu'elles soient économiques, numériques ou tout autre. Voilà. Merci Jean-Pierre, merci à vous tous. Peut-être le mot de la fin. Voilà, nous terminons une journée, donc qui est un nouveau format que nous avons souhaité donc mettre en œuvre au sein de l'Observatoire Comédia. Je crois que, comme je le dis toujours, nous sommes encore. Je disais toujours, on est des bébés. Maintenant, on va commencer à devenir des adolescents. Je crois que le rôle de l'Observatoire Comédia, vous l'avez compris, c'est d'abord de faire savoir cette filière de la communication
et toute sa valeur innovante. Ça, c'est un premier point. Également, faire valoir tout ce poids économique qu'il représente, qui parfois est perçu un peu comme confus. On mélange du média, on mélange de l'agence, on mélange de la filière, alors que cela est un écosystème. Et je reprendrai ton mot, l'écosystème, c'est un rempart. Et j'aime beaucoup cette expression. Nous avons ouvert l'innovation pour montrer la valeur innovante de notre filière, que j'intitulerais de l'ancienne économie, qui innove, parce que ces économies traditionnelles innovent énormément. De montrer également qu'on se doit d'accueillir les startups qui sont en train de créer des ruptures profondes dans le monde de la communication, et puis tenter cette nouvelle aventure, qui j'espère aura longue vie, ouvrir au monde de l'industrie. Parce que je crois que ce qui va davantage également nous rapprocher, c'est, si je prends les objets connectés, si je prends l'impression 3D, moi j'aime bien les commentaires qui sont portés par un certain nombre de grands capitaines d'industrie, je pense à Seb, Monsieur Latour d'Arthez, il nous dit « Je n'invente pas une industrie, je n'invente pas une technologie si je n'ai pas un marketing et des usages. » Donc je crois que c'est un nouveau pas que nous voulons franchir au sein d'Observatoire et partager ensemble donc cette aventure pour ouvrir cette dimension-là. Parce que les objets connectés, c'est peut-être ce qui cristallise le mieux aujourd'hui le point de jonction entre le monde de l'industrie et le monde du marketing, des services et des usages. Et l'impression 3D en est de même. Donc on est fait pour se rapprocher, on est fait aussi pour vous écouter. Je crois qu'on se doit s'inspirer des grands industriels que vous êtes. On a trop voulu être dans un autre écosystème. On est, le fil rouge de l'Observatoire comédien, c'est l'économie de la communication globale. Nous la défendons bec et ongle depuis l'origine. Voilà. Et parce qu'aujourd'hui, on est un monde, on n'est pas un pays des bisounours. Et ça se saurait. Donc voilà, c'est aussi faire découvrir à nos adhérents une nouvelle vision, à partager avec des grands industriels comme vous, à avoir le plaisir de partager avec des gens comme le Comité Richelieu cette première aventure. J'espère que ce sera une longue aventure entre nous. C'est une formidable ouverture d'esprit. On a pu voir que des industries de rupture, vous en avez dans le monde industriel, aussi fortes qu'on en a dans le monde de la communication. Quand on parle de l'imprimerie qui est en crise grave, a été évoqué des secteurs d'activité aujourd'hui dans le monde industriel qui ont été dans des ruptures encore beaucoup plus graves. Beaucoup plus graves. Donc, attention, on ne va pas satisfaire et être dans un climat de confiance, d'un climat de partage. Ce qui a été notre démarche incongrue du départ, réunir des TPE, PME, ETI et des grands groupes, est un pari qui aujourd'hui n'est jamais réussi, mais a été franchi. On voit qu'on a besoin d'ouvrir à d'autres écosystèmes et s'en enrichir. Et je crois que le monde de la communication s'en portera encore mieux et est dans un climat de confiance, de sympathie, beaucoup d'humilité, parce que nous avons beaucoup à apprendre. Et puis, je dirais maintenant un simple mot pour l'équipe qui a permis à cette journée de tenir. D'abord, c'est notre groupe de travail innovation. Ça montre bien que c'est aussi beaucoup de co-conception. Mon ami Jean-Christophe Chabert qui est là, qui a animé pas mal d'ateliers débats aujourd'hui. C'est tous les animateurs, Philippe qui a voulu s'est bien prêté au jeu. Tous ceux qui m'ont rejoint, Jean-Claude en fond de la salle qui a été aussi très actif. Vous voyez, on a su réunir dans notre écosystème pour parler du marketing et de la communication des acteurs comme Philippe, Jean-Claude qui est un ancien financier hautement reconnu dans le monde de la finance, des acteurs de la communication comme Jean-Christophe qui est un publicitaire aguerri. Donc c'est ça aussi la communication, c'est savoir partager avec d'autres univers, s'enrichir de ces univers, grandir ensemble. Et puis on voit que cela peut avoir effectivement beaucoup d'impact. Voilà, pour moi c'est un nouveau chemin que nous étions sur les chemins d'innovation, qui était un parcours peut-être un peu chaotique dans la journée, mais on en tirera des enseignements. Il y a encore des problèmes techniques, on voit bien qu'on n'a pas tout réglé, loin s'en faut, même dans un lieu d'innovation comme ici. Donc on a rencontré des problèmes techniques, c'est un long chemin qui reste à parcourir. Sachez que nous le porterons avec vous, on essaiera toujours de vous faire découvrir, de vous sensibiliser à d'autres univers, à d'autres écosystèmes, à d'autres environnements. C'est comme ça qu'on s'enrichira, c'est comme ça qu'on grandira. Moi, je suis convaincu de la réussite du projet que nous portons grâce à vous, puisque c'est vous, adhérents, qui depuis le début, depuis 8 ans, sont des fidèles à nos côtés pour que nous puissions grandir, montrer véritablement, je dirais, cette complémentarité dont vous parliez, qui est absolument essentielle.
Et puis un petit mot pour toute l'équipe qui est à mes côtés, qui a travaillé d'acharne-pied pendant des jours, tous des bénévoles, pour faire réussir des journées comme celle-ci, pour qu'elles puissent avoir lieu. On voit que, voilà, donc soyez complaisants aussi, soyez bienveillants, n'est-ce pas, Philippe, vis-à-vis de nous. Il peut y avoir quelques petits couacs, mais c'est aussi ça, un cadre associatif. On fait avec, je dirais, notre énergie, notre ambition, notre volonté de porter cette filière haut et fort, puisque nous l'aimons. Et je tenais à saluer toute l'équipe qui était à mes côtés, Alexandre, Paul, Adrien, David, hein, sans eux, cet événement n'aurait jamais pu avoir lieu aujourd'hui, puisque nous sommes quelque part que des animateurs, n'est-ce pas, Jean-Pierre? Voilà. Merci à nos intervenants. Merci François, merci Bernard.